Je remercie également la CRES et notamment Simon Bourré et la DRETS et Stéphane Cartier pour cette organisation. Bon, on est nombreux aujourd'hui autour de cet écran et je pense que nous sommes toutes et tous ici convaincus de l'intérêt et de la pertinence de l'ESS, qui est une économie de valeur, de partage, d'inclusion, mais aussi une économie de production de biens et de services, une économie de territoire qui produit des biens et qui produit des liens. Pour rappeler quelques chiffres de l'ESS en Centre-Val de Loire, c'est plus de 8 800 établissements, c'est plus de 92 000 emplois, c'est-à-dire que ça représente 3 fois plus que l'industrie automobile. C'est 14% de l'emploi privé, c'est 500 000 bénévoles. Et pourtant, quand on parle de l'ESS, ça reste souvent encore trop mal connu et diffus et invisible. L'agrément ESUS, c'est un dispositif essentiel qui permet de reconnaître et de soutenir les entreprises engagées dans des démarches solidaires et sociales. Pour les structures d'insertion par l'activité économique, cet agrément offre un accès à des financements spécifiques, Simon en parlera, des avantages fiscaux, mais également une reconnaissance officielle et une visibilité pour vos missions sociales. Nous espérons que cette première session, qui est d'ailleurs enregistrée, me semble-t-il, vous apportera toutes les informations nécessaires et vous permettra d'envisager l'agrément ESUS comme un levier de développement et de valorisation de votre organisation. Je vous remercie de votre présence, de votre engagement. Vous pourrez poser des questions à la fois sur le chat et à la fois sur la partie questions-réponses. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite un bon webinaire. Merci. Merci infiniment, Katia. Donc oui, n'hésitez pas. Donc, il y aura une partie sur une première demi-heure où nous allons vous présenter un certain nombre de choses. Et nous avons prévu en fait 30 minutes supplémentaires de questions-réponses, en sachant que vous pouvez nous interrompre. Et donc, vous pouvez soit lever la main. Voilà, il y a une petite option pour pouvoir le faire tout en haut de votre fenêtre, mais aussi de pouvoir écrire votre question dans la conversation de la réunion, dans le chat. Donc j'ai une premier levée de main, Sébastien Lignossier. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Pas du tout, excusez-moi, c'était juste un essai pendant que vous expliquiez. D'accord. Eh bien, en live, parfait, voyez. Ça marche très bien. Et on peut recliquer dessus pour la baisser. Voilà. Je vais commencer donc tout d'abord par qu'est-ce que apporte l'agrément ESUS. Donc, Katia a commencé à en parler. Ce qui est, on le verra tout à l'heure, l'agrément ESUS légitime une utilité sociale. Donc, il y a les trois mots, agrément, légitime et utilité sociale. Agrément, c'est, on le verra tout à l'heure, qui apporte, qui est délivré par l'État. Légitime, c'est dans la loi de 2014. Donc, c'est vraiment une très forte reconnaissance. Et la colonne vertébrale de l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, c'est l'utilité sociale de la structure et le fait qu'elle tende, par son objet social, mais aussi par ses activités, à répondre à un certain nombre de critères stricts et exigeants. Le premier avantage, donc, c'est la valorisation des activités, mais c'est bénéficier aussi d'accès privilégié à des dispositifs d'aide et de financement. Puisque la recherche principale est l'utilité sociale, il y a des financements qui sont dédiés justement autour soit de politiques publiques, ou bien ça peut être aussi des fondations qui veulent vraiment être sûres qu'il y ait une utilité sociale dans l'activité de l'entreprise. L'agrément est une vraie garantie. Un accès élargi aussi de manière volontaire à des locaux municipaux par des collectivités territoriales,
un accès élargi à des concours et appels à projets par des acteurs publics et privés, et notamment de plus en plus, ça reste encore minoritaire, mais de plus en plus de marchés publics et d'appels à projets de fondations suspendre leur éligibilité aux structures agréées ESUS. Donc c'est vrai que ça ouvre, ça donne finalement pas un financement immédiat et direct, mais de manière indirecte par son positionnement et par donc il y a aura tout un travail aussi autour de la communication de votre structure, autour du fait d'avoir pu obtenir cet agrément, d'investir l'espace public et de pouvoir vous distinguer, vous différencier par rapport à d'autres entreprises. D'un point de vue juridique, il y a d'autres des automatismes, hein, des avantages qui sont l'épargne solidaire. Donc, il y a d'un côté les financements solidaires délivrés notamment par France Active dans notre région centre, mais aussi au financement des fonds d'épargne salariale solidaire, donc qui viennent de l'épargne salariale, hein. Donc certaines grandes entreprises, par exemple, on propose aux salariés de mettre une partie de leur salaire dans des fonds bloqués pour épargner pendant un temps. Et ces fonds, étant donné qu'ils sont bloqués, peuvent être prêtés à certaines structures. Et le fait d'être agréé ESUS amène plus de possibilités à obtenir ce type de financement. Réduction fiscale, c'est uniquement pour les particuliers. C'est vrai que c'est peu connu. Les particuliers peuvent investir dans une entreprise euh, au niveau des fonds propres. Donc, et c'est sous forme de prêt. Alors souvent, c'est à taux zéro. C'est vraiment un investissement, mais ça peut être aussi avec un faible intérêt, avec un remboursement, mais sur la durée. On est vraiment sur un investissement pérenne et durable, donc sur 7 ans, 10 ans. Et ça permet d'avoir une réduction fiscale. Euh, c'est un dispositif qui est accessible pour toutes les PME, donc c'est uniquement pour les petites et moyennes entreprises. Mais pour les PME hors ESS, c'est 18% de réduction d'impôt. Pour les structures entreprises agréées ESUS, on monte jusqu'à 25%. Et, euh, et ça, voilà. Et donc, cette réduction, alors j'ai juste fiscale, je vais juste préciser, euh, France Active aussi porte hein, ce type d'investissement solidaire et citoyen. Et de surcroît, avec des, euh, des, euh, des dispositifs comme les cigales. Donc, moi, je vous inviterai à revenir vers moi si jamais vous êtes intéressé. Ça permet, en tant qu'entreprise agréée ESUS, de capter, de mobiliser et d'argumenter ce type d'investissement de la part des particuliers, en sachant que ce n'est qu'un moyen. C'est-à-dire que la mobilisation et l'investissement des particuliers se fait non pas sur la réduction d'impôts que cela peut procurer, mais c'est vraiment une volonté de se dire, voilà, moi j'ai envie d'investir de manière citoyenne, solidaire, dans la société, auprès d'autres entreprises qui sont très investies. En ce qui concerne les services civiques, donc c'est les sociétés commerciales, mais je reviendrai tout à l'heure sur le fait que la loi de 2014 avait ouvert, en plus des structures historiques, les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire. Et celles-ci ne peuvent bénéficier du dispositif de service civique, donc des volontaires, des jeunes de 16 à 25 ans, avec la possibilité de faire une mission de 6 à 12 mois d'intérêt général au sein d'une structure, donc plutôt une association de collectivité territoriale, mais aussi pour une entreprise de l'économie sociale et solidaire, agréée ESUS. Et même chose pour le DLA. Une société commerciale de l'ESS ne peut pas y accéder, sauf si elle est agréée ESUS. Au-delà des avantages, ça permet réellement de retravailler et de aussi formaliser et pouvoir ensuite communiquer son projet d'entreprise, associatif, de coopérative, auprès de l'extérieur, des tiers, de son public, de ses partenaires publics ou privés. Et voilà, je voulais juste redire qu'il y a un guide des bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire qui a été rédigé suite à la loi de 2014, qui permet, grâce à 8 items, de travailler un petit peu pas un petit peu, en profondeur sur justement le projet d'entreprise. Donc, je vous ai mis le lien et là aussi, n'hésitez pas à revenir vers moi, sachant qu'il y a une obligation pour toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire
de présenter une avancée sur la mise en place du guide des bonnes pratiques de l'économie sociale et solidaire, mais c'est sans sanction. Donc c'est une incitation à être dans l'amélioration de ces pratiques. Allons dans le vif du sujet. Donc ESUS signifie entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est un agrément, ce n'est pas un label. D'où la Marianne dans le logo que vous pourrez utiliser si vous êtes agréé. Donc, la délivrée est contrôlée par la puissance publique, donc les DRETS, le ministère du Travail et de l'Emploi. Et je reviendrai sur le fait, donc défini dans la loi de 2014 et dans le Code du travail. La durée de l'agrément, il va de 2 à 5 ans. Donc la durée normale, c'est 5 ans. Par exception pour notamment les entreprises créées de moins de 3 ans, essentiellement parce que dans les pièces justificatives que nous verrons, il y a nécessité de présenter des comptes de résultats, donc son activité, et moins il y a d'antériorité de l'entreprise, pour moins l'instructeur peut estimer, évaluer l'utilité sociale, en tout cas sa place dans l'activité de l'entreprise. Et donc, il y a une sorte de première phase d'agrément de 2 ans où on revient à l'instruction, à renouvellement, et là, on peut obtenir les 5 ans. Attention, pas d'effet rétroactif, donc il faut anticiper son renouvellement au moins 2 mois avant la date anniversaire. Donc, la période d'agrément est, par exemple, on obtient donc la décision du ministère le 1er juillet, ce sera jusqu'au 1er juillet suivant, date anniversaire. Et donc, c'est bien de déposer sa demande de renouvellement 2 mois avant, le 1er avril, donc, si je ne me trompe pas, c'est ça, ce n'est pas un poisson, mais pour justement être sûr qu'on ait bien son renouvellement. Le principe est le suivant, on est sur le droit commun de l'instruction. Donc, ça veut dire que l'administration a 2 mois pour pouvoir exprimer son approbation, sa validation ou bien son refus. S'il n'y a pas de réponse, il y a tacite acceptation. Donc, il y a ce temps-là. Vous êtes à peu près sûr qu'au bout de 2 mois, vous aurez une réponse. Et donc là, vous serez dans la certitude d'avoir votre agrément et d'avoir sa continuité. Sinon, il y aura une césure entre le moment de fin de votre agrément et éventuellement le début du nouveau. Alors, l'agrément ESUS n'est pas une porte d'entrée dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un agrément qui est réservé aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire que voilà, c'est quelque chose en plus. Ça qui est intéressant, déjà, être dans le champ plein et entier de l'économie sociale et solidaire, c'est déjà beaucoup d'exigences finalement. Et pour les entreprises, les structures qui désirent aller plus loin, encore plus loin, ils peuvent demander l'agrément ESUS. Les conditions supplémentaires, c'est donc l'utilité sociale, comme je disais, c'est le levier, c'est la colonne vertébrale de l'agrément, ainsi que la distribution des richesses, la limite des écarts des salaires au sein de l'entreprise, et l'interdiction de financiarisation de l'activité, on verra, mais ça concerne très peu d'entreprises de l'ESS, surtout en ce qui concerne les PME. Un petit schéma, donc associations, fondations, coopératives, mutuelles, structures historiques de l'économie sociale et solidaire qui entrent dans ce champ de manière automatique, et de surcroît les sociétés commerciales de l'économie sociale et solidaire qui, depuis 2014, font partie des 5 types d'acteurs de l'ESS. Là, donc, il y a la nécessité d'être de l'ESS pour pouvoir prétendre, demander l'agrément ESUS. Et là, on tombe sur l'utilité sociale. Donc, essentiellement, on verra ça de manière plus en détail tout de suite, mais soutien des personnes en situation de fragilité, donc il y a la question du public, ou bien la lutte contre les inégalités. Je reprends la loi relative à l'ESS. J'ai mis un lien, donc vous pourrez y revenir. Dans l'article 1er, il présente quels acteurs quelle entreprise entre dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Et de 2, dans le même article, il y a les principes qui permettent de déterminer si une entreprise appartient ou non à l'économie sociale et solidaire.
Donc, un mode d'entreprendre, un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique, une gestion conforme à certains principes. Mais on y reviendra tout à l'heure, en sachant que deux droits, associations, fondations, mutuelles, coopératives, font partie du champ de l'ESS. On en demandera donc beaucoup plus pour les sociétés commerciales. L'utilité sociale, donc je reviens dessus, donc voilà, il y a quatre items. Il y en a un cinquième qui a pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés, donc je ne vais pas en parler, voilà, c'est assez spécifique. Les trois premiers sont les plus importants. Donc, soutien des personnes en situation de fragilité, préservation et développement du lien social et cohésion territoriale. Et le troisième, éducation à la citoyenneté et la réduction des inégalités sociales et culturelles, avec un focus quand même, c'est écrit dans la loi, notamment entre les femmes et les hommes. Il y a aussi l'éducation populaire, je crois. Et le quatrième, sur la transition écologique, le développement durable, est prise en compte, mais est subordonné au, à- au fait de remplir l'un des trois objectifs susnommés. Donc, il ne peut pas être, le quatrième ne peut pas être indépendant des trois premiers que j'ai pu citer auparavant. Je fais juste un petit focus sur le fait que nous ayons fait un webinaire destiné uniquement pour les structures d'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont présumées solidaires et qui ont donc des formalités qui sont allégées. Il y a alors les ICIAE, mais il y a aussi un certain nombre d'autres types de structures. Nous verrons tout à l'heure le fait que, voilà, ce que vous avez, vous, à faire en tant qu'entreprise présumée solidaire. Vous aurez de toute façon cette présentation en PDF, donc vous pourrez regarder. Et vous avez de toute façon là aussi la référence de l'article de loi que vous pouvez retrouver sur Légifrance pour ceux qui ne connaissent pas. Les conditions d'éligibilité de l'agrément ESUS. Donc, poursuivre une utilité sociale à titre d'objectif principal. Prouver que la recherche d'utilité sociale a un impact soit sur le compte de résultat. Donc, c'est pour ça qu'il y a nécessité d'avoir au moins 3 ans d'exercice. Avoir une gouvernance participative. Donc, il y a une nécessité de faire participer notamment les salariés, par exemple. Donc, voilà, ça pose question sur notamment les sociétés commerciales, mais dans les associations aussi. Hein, voilà. Est-ce que, de manière délibérative, non pas délibérative, mais consultative uniquement, est-ce qu'un salarié peut participer au conseil d'administration? Respecter des obligations de mise en réserve et d'impartagibilité. Et développer une politique de rémunération respectant les documentations, donc on a vu ça tout à l'heure. Et les titres de capital ne doivent pas être négociés sur un marché financier, donc c'est la non-financiarisation. J'ai fait un petit tableau reprenant un petit peu les différents de manière un peu plus simplifiée. Donc la mention entreprise de l'ESS, qui est sur le CABIS pour les sociétés commerciales en particulier. Les associations non, puisque en général, elles n'ont pas de relation avec le tribunal de commerce, sauf certains cas particuliers que je ne vais pas citer. Les coopératives, c'est en option, puisque de manière automatique et de droit, elles appartiennent à l'ESS. L'objectif principal de recherche d'une utilité sociale pour prouver son appartenance à l'ESS, on demande cela qu'aux sociétés commerciales, puisque c'est le droit pour les associations et les coopératives. La gouvernance démocratique, donc les associations, ils ont ce champ en fait, donc par nature, ils ont une démarche, un fonctionnement démocratique, mais ça reste une liberté publique. Et il est possible, par exemple, dans les statuts d'une association, de dire qu'il y a un président qui reste sans élection au sein de l'association. C'est tout à fait légal. Tant que l'association n'a pas un objet illicite, on ne peut pas l'interdire d'exister. Donc, pour dépasser et amener la possibilité d'avoir l'agrément ESUS, on doit sortir du cercle restreint, avoir une vie démocratique inscrite dans les statuts avec une assemblée générale, des élections régulières, et enfin, une prise en compte des salariés si la structure est employeuse d'une manière ou d'une autre. Mais globalement, une association a une gouvernance démocratique presque par nature.
La mise en réserve majoritaire des bénéfices, bien sûr, pour les associations, l'ensemble du patrimoine, de la richesse appartient à l'association et ne peut être distribué aux dirigeants bénévoles. Donc, par nature, elle est dans l'impartageabilité. Pour les coopératives, on va plus parler des SCOP et des SIC, 1978, loi 1978 et loi 2001. Là aussi, leur cadre légal les oblige à avoir ces 20% de mise en réserve obligatoire et les 50% en totalité avec les 20% de mise en réserve des bénéfices. Et pour les sociétés commerciales, par contre, là, elles sont obligées de le mettre dans les statuts et de bien l'appliquer pour être reconnu de l'ESS. Et puis, bon, la réduction de capital, je ne vais pas venir dessus, mais grosso modo, c'est là aussi, c'est pour limiter la distribution des bénéfices. Le bonus de liquidation, c'est le fait de vendre une entreprise et d'obtenir une plus-value. Donc là, pour l'ensemble de l'ESS, il y a une limite au bonus de liquidation. On peut pas avoir, on- on doit le redonner à des entreprises, une autre entreprise de l'ESS. En général, ça se passe comme ça. Une association, par exemple, doit prévoir de donner son capital en cas de dissolution à une autre association. Ensuite, au niveau des critères ESUS, limitation de rémunération, impact significatif sur le compte de résultat. Donc, on est sur une évaluation de au moins 66% des charges d'exploitation dans l'activité, et puis absence de titre de capital sur un marché réglementé. Un petit focus sur les sociétés commerciales. Donc, les sociétés commerciales, donc, en effet, oui, les coopératives, les SCOP et les SIC sont des sociétés commerciales. Et par leur cadre, euh, d'une part, elles appartiennent automatiquement au champ de l'économie sociale et solidaire. Et de surcroît, elles ont un cadre légal et de contrôle qui permet de répondre aux nécessités et aux exigences de la loi de 2014. Les sociétés commerciales, par contre, doivent faire une vraie démarche, changement des statuts, organisation et une déclaration auprès du greffe du tribunal pour avoir la mention entreprise de l'économie sociale et solidaire, pour avoir la qualité, et qui est portée ensuite sur le CABIS. Si vous avez des questions, pas de questions pour le moment. La question la plus pertinente qui permettrait d'étayer un peu cette ligne-là, C'est de mettre ton micro. Alors, j'ai mon responsable Alexandre Roule qui regarde les questions, si jamais vous les dans le chat et qui va pouvoir me les restituer. Je t'écoute. en fait, je voudrais surtout savoir comment. Si vous le voulez bien, je vais amener cette question dans les 30 minutes qui nous sont consacrées, parce qu'il y a plusieurs idées. Grosso modo, on est aujourd'hui, en tout cas, depuis la loi Pacte et puis le concept d'entreprise à mission. Et pour se distinguer, sachant que l'entreprise à mission est dans des exigences inférieures à l'agrément ESUS sur la démarche ESS, on est plus sur simplement un comité consultatif de salariés qui est consulté avec un rapport par rapport à la poursuite de l'objectif, la poursuite de l'objectif d'utilité sociale de l'entreprise, mais avoir vraiment un comité en y incluant les salariés qui participe d'une manière ou d'une autre à la décision et avec une dimension démocratique, une personne, une voix, en tout cas, ou une représentation organisée, de manière à ce que la voix des salariés soit exprimée. Mais je vous laisserai poser des questions de manière plus complète, de manière à ce que je puisse y répondre. Alors, la question, c'était... je vais répondre. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question, vous n'avez pas entendu la première question à laquelle je répondais. C'est au sein d'une société commerciale de l'ESS, comment on peut mettre en place la gouvernance démocratique? Et je vois qu'il y a une autre question.
Y a-t-il possibilité d'être reconnu d'intérêt général en ESUS? Est-ce de plein droit? Alors, c'est juste une question en fait de nature. Être d'intérêt reconnu, alors, on n'est pas reconnu d'intérêt général. On peut être d'intérêt général car c'est un régime fiscal. Ça n'a rien à voir avec un agrément. On peut demander un rescrit fiscal, c'est-à-dire un rescrit fiscal, ce n'est qu'un avis qui n'engage que l'administration pour donner un avis sur un dossier. Donc l'administration fiscale peut dire, oui, vous rentrez dans le régime fiscal d'intérêt général et donc vous avez accès à l'exonération des impôts commerciaux, TVA et impôts sur les sociétés, et au mécénat. Donc c'est deux choses différentes. Au mécénat, c'est-à-dire mécénat numéraire, donc une réduction d'impôt sur le montant qu'une personne donne à une association, par exemple, en tout cas une structure qui relève du régime fiscal d'intérêt général, ou accès au mécénat de compétences ou don en nature. Voilà. Est-ce que, n'hésitez pas, on reviendra dessus si vous voulez. Donc ça n'a rien à voir avec l'agrément, ce qui est là une reconnaissance plus sur l'activité. Le régime fiscal, il peut changer selon vos activités, selon vos revenus. Et ça amène aussi un travail de communication, puisque si vous êtes reconnu d'intérêt général, donc c'est l'article 200 du Code général des impôts, il y a un champ défini par l'État, bien spécifique sur l'éducation, la culture, et un développement durable aussi. Il y a un certain nombre de champs où l'État considère que cette mission qui est portée par l'entreprise a un caractère d'intérêt général très fort dans notre société. Mais ça reste un régime fiscal, donc il n'y a pas de reconnaissance. Rien à voir avec la reconnaissance d'utilité publique, qui est encore autre chose. Et là, c'est une reconnaissance aussi délivrée par la puissance publique. Je vais te laisser. Est-ce que on va passer sur la suite et te laisser la parole, Stéphane? Pas de souci. Allez, Merci, Simon. je te passe la main. Hop. Oui, Bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, Stéphane Carpier. Donc, je suis chargé de mission au sein du service mutation économique, développement des compétences et certification professionnelle. C'est un peu long. Donc, au sein de la DRET, ce centre Val-de-Loire et plus particulièrement chargé de l'instruction des demandes d'agrément ESUS. Donc voilà, je vais vous présenter la plateforme. Donc, elle est ici. Là, pardon. Là. Hop. Voilà. Donc, ouais, voilà. Je vous présente la plateforme donc dématérialisée. Donc cette plateforme, donc il faut savoir qu'elle est en phase de déploiement. Elle a été mise en œuvre au mois de mai de cette année. Donc pour l'instant, on est sur une version 1. Donc, qui a été ouvert à l'ensemble des entités, alors présumées solidaires, on les appelait auparavant effectivement de droit, donc le vocabulaire a changé, donc ce sera dorénavant présumé solidaire, donc c'est-à-dire qu'effectivement pour les entités qui ne le sont pas, ce sera donc une version 2. Et cette version 2, elle devrait être effectivement mise en place début 2025. Voilà. Et elle sera par ailleurs, pour votre info, étendue au niveau national, puisque actuellement, cette plateforme n'existe que pour 5 régions test. Donc, bien évidemment, la région centre Val-de-Loire en fait partie. Pour votre information, donc nous avons les régions ARA, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne et Île-de-France, donc qui sont également effectivement en test sur cette plateforme dématérialisée. Donc vous aurez de toute façon donc le lien donc pour accéder à cette plateforme, hein, elle sera sur les documents. Donc pour s'identifier, je dirais rien de bien particulier, identifier en mot de passe et donc vous pourrez accéder et faire votre demande d'agrément directement sur cette plateforme. Donc, étant donné que les SCIA sont tous effectivement présumés solidaires, donc on vous engage bien évidemment à passer par le biais de cette plateforme dématérialisée pour faire vos demandes d'agrément. Donc, depuis
point donc, sur les différences de demande, donc en ce qui concerne effectivement les entités. La distinction, elle va se faire sur 2 points. Donc le premier, ça sera considérant que c'est effectivement une nouvelle demande d'agrément ou un renouvellement d'agrément. Donc, comme le disait Simon auparavant, donc 2 démarches différentes, que ce soit une nouvelle demande ou un renouvellement d'agrément. Et l'autre point de distinction, ce sera lié au statut. C'est-à-dire tout ce qui concerne les entités sous statut associatif, fondation, coopérative et mutuelle, donc auront 3 sections à renseigner, donc que vous voyez effectivement à l'écran. Et les sociétés commerciales de l'ASS dites présumées solidaires, vous concernant, donc on rencontre le cas notamment sur les entreprises d'insertion. Donc il y a des entreprises d'insertion qui sont sous statut commercial et non pas associatif. Donc là, vous aurez effectivement 4 sections à renseigner. Donc ce que je vous propose, moi, c'est, alors vous voyez effectivement ce qui s'affichera donc lors de, c'est bien évidemment c'est un test hein, ici. Hein. Donc c'est de voir avec vous rapidement le formulaire à soumettre. Pour la partie des aides, donc vous avez effectivement cette partie-là qui vous permettra effectivement d'avoir tout le descriptif effectivement des demandes d'agrément ESUS. Donc vous avez là beaucoup d'informations qui y figurent. Donc n'hésitez pas à en prendre connaissance donc avant de renseigner le formulaire. Hein. Donc toutes les sections et les sous-sections contiennent des aides dépliées ou pas, parce qu'il y en a qui figurent de manière constante. Donc n'hésitez pas effectivement à aller prendre connaissance des informations. Ce pourrait être effectivement un grand intérêt pour vous. Donc, comme je vous le disais, donc nouvelle demande ou demande d'agrésus. Donc ici, donc c'est toujours des choix déroulants, hein, donc avec donc la distinguo entre nouvelle demande et renouvellement. Donc comme vous le disiez Simon, donc une nouvelle demande donc pour 5 ans, et si l'entité a moins de 3 ans, donc un renouvellement qui est valable uniquement 2 ans. Donc le renouvellement à faire effectivement 2 mois avant l'expiration du délai initial. Hein. Pourquoi 2 mois? C'est simplement le délai d'instruction de droit commun qu'évoquait également Simon. Donc vous avez 2 mois avant la fin d'échéance pour présenter une demande de renouvellement d'agrément. Donc je descends sur le formulaire. Donc là vous avez effectivement donc le choix entre nouvelle demande et renouvellement. Donc vous cochez bien évidemment en fonction. Et après donc on passe donc au statut juridique. Donc là, vous avez de la même manière donc l'ensemble des. Alors, on évoquait la notion de reconnu d'utilité publique, vous l'avez également. Les coopératives, les mutuelles, les fondations également reconnues d'utilité publique et la société commerciale. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de travailler sur les associations, puisque c'est le statut majoritaire au sein des SIAE, donc de partir sur ce statut juridique des associations. Donc, votre premier document qu'il conviendra de nous fournir, donc, ce seront les statuts en vigueur de l'entité. Donc, vous devez nous fournir vos statuts actualisés hein, donc, de l'entité. Donc, pour là, rien de bien compliqué. Donc, une copie des statuts de votre entité. Donc, le point section AE, donc l'appartenance à une ou plusieurs catégories d'entités présumées solidaires. Donc, on va retrouver effectivement ici ce qu'avait indiqué Simon, c'est dans la liste des présumés solidaires, donc les entreprises d'insertion, les chantiers d'insertion, les ateliers, les entreprises intermédiaires, les ateliers et chantiers d'insertion. Voilà, je cherchais le nom, donc les sociétés de travail temporaire dans l'insertion. Donc là, vous aurez à nous préciser, effectivement, toujours dans le menu déroulant, voilà, quels sont. Alors là, on vous fait un rappel, effectivement, de l'article 1er 332-17.1 du Code du travail, donc qui reprend effectivement l'ensemble des entités relevant du statut de présumé solidaire. Hein, donc, et vous en avez, comme vous le voyez là, effectivement, 15. Donc, statut qui relève des enseignements, donc les entreprises d'insertion, donc puisque ça vous êtes concernés, les entreprises du travail temporaire d'insertion, les associations intermédiaires et enfin les ateliers et chantiers d'insertion. Donc voilà, vous voyez qu'effectivement, il y a d'autres structures qui en relèvent aussi, mais bon, sur la partie SCE, vous êtes bien effectivement d'office, si je puis me permettre, considéré comme présumé solidaire. Donc,
vous précisez effectivement être désigné, effectivement, rentrer dans une catégorie. Et donc, sur la partie, effectivement, reconnue d'utilité publique, vous avez, hop, voilà, une petite information donc, qui vous indique que les entités reconnues d'utilité publique font l'objet d'un traitement spécifique au sein du formulaire du fait des spécificités qui leur sont applicables. Je ne vais pas plus loin puisque ce sera effectivement à la marge concernant les SLE. Donc après, on vous demande bien évidemment de préciser donc la nature de votre entité présumée solidaire. Donc prenons le cas d'un atelier chantier d'insertion. Et donc là, autre document à joindre, donc la convention qui va être conclue avec l'État, donc justifiant de votre appartenance effectivement aux entités présumées solidaires et plus particulièrement en votre qualité d'atelier de chantier d'insertion. Donc, joignez effectivement ici la convention ou l'avenant à la convention, donc le plus actualisé possible. Donc, le plus d'actualité possible, c'est-à-dire en 2024. Donc, vous joignez l'avenant effectivement qui a été conclu au titre de l'année 2024, si vous êtes toujours dans le cadre d'une convention pluriannuelle. Voilà, je passe donc à la section suivante du formulaire. Donc, la description générale de l'entité. Donc là, on vous demandera effectivement, donc là, vous avez toujours voilà, cette petite aide dépliée, donc qui va vous demander effectivement quelles sont la nature des informations qu'on va vous demander de nous communiquer. Donc la première sur les activités de l'ancienneté, donc on vous demande effectivement une description synthétique des activités de l'entité. La date de création de votre entité, donc vous nous précisez la date. Vous avez de nouveau une petite aide qui vous permet effectivement de rentrer dans le détail. Et donc après, c'est toute une partie qui est liée à la notion de groupe. Donc on y passera rapidement. Sur la partie associative, je ne pense pas qu'effectivement vous soyez concerné. Donc ce sera effectivement non. Et donc toute cette partie-là, du coup, hein, c'est toujours menu déroulant. Avez-vous une activité qui relève de la finance ou de l'assurance? Oui, non. Avez-vous une activité qui relève de l'immobilier? Oui, non. Point 2D, donc on vous demandera effectivement de nous faire état de votre chiffre d'affaires annuel de l'année considérée. Donc vous nous l'indiquez à ce moment-là. Point 2E, donc le nombre de salariés et de bénévoles. Donc premièrement, les nombres de salariés, donc en équivalent temps plein, et donc la même chose pour les bénévoles de votre structure. Donc après, on passe à la partie financière, donc sur l'association, sur l'entité présumée solidaire. Et donc là, vous devrez nous joindre d'une part, effectivement, donc les comptes annuels approuvés de l'entité au titre des 3 des exercices comptables, étant entendu qu'effectivement, il faudra une date de création antérieure à 3 ans, si ce n'est que 2 ans, donc ça ne sera que les 2 derniers exercices comptables. Donc, votre dernier rapport d'activité, toujours sur l'année effectivement en cours, et ainsi qu'une estimation, un budget prévisionnel donc pour l'exercice en cours. Voilà, donc ajoutez un fichier d'où vous allez chercher ces éléments sur le réseau et vous nous les communiquez ici. Je passe assez vite, hein, on reverra de toute façon les questions par la suite. Donc, sur la dernière partie concernant effectivement les associations, les fondations, les mutuelles, donc c'est sur la partie concernant les écarts de rémunération au sein de votre entité. Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement l'encadrement des salaires. Donc, j'ai ma souris que je ne retrouve plus. Excusez-moi, si elle est là. Donc là, on vous rappelle effectivement donc, les dispositions du Code du travail concernées. Donc voilà ce que nous vous demandons effectivement de nous justifier. Donc là, vous avez le détail. Donc 2 points en ce qui concerne la politique de rémunération. Donc il convient que la moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux 5 salariés ou dirigeants les mieux rémunérés, n'excède pas au titre de l'année pour un emploi équivalent à temps plein, un plafond fixé à 7 fois la rémunération annuelle perçue pour un salarié à temps complet sur la base du SMIC. Pour votre information, le SMIC au jour d'aujourd'hui, sur ce calcul-là, nous sommes sur un plafond de 151 280 €.
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup, effectivement, de moyenne verse aux 5 salariés qui puissent dépasser ce seuil. Mais en tout état de cause, il faudra effectivement nous l'attester. Et donc là, vous avez effectivement l'attestation en tant que telle, et donc on vous demande effectivement de reprendre cette attestation et de nous la fournir en tant que justificatif. Donc soit du représentant légal, soit de l'expert comptable, et vous pouvez, le cas échéant, y joindre le récapitulatif des rémunérations de votre structure. Vous pouvez anonymiser les noms, simplement effectivement joindre un extrait de votre détail des rémunérations. Donc ça, c'était le premier point. Et sur l'encadrement des salaires, le deuxième point qu'il convient de respecter donc pour obtenir cet agrément ESUS, c'est les sommes versées ce coup-ci donc aux salariés ou dirigeants le mieux rémunéré qui, lui, ne doit pas excéder un plafond qui est équivalent à 10 fois le SMIC annuel. Soit la maudite somme de 216 110 euros. Donc là aussi, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de structures qui soient concernées, me semble-t-il. Donc voilà, là, de la même manière, donc une attestation donc, justifiant du respect de cette obligation, respect qui devra bien évidemment être, du moins, obligation qui devrait être respectée tout au long de l'agrément, hein. Donc soit 5 ans, soit 2 ans, donc en fonction de l'antériorité de l'entité. Et donc là, de la même manière, donc représentant légal, président d'association et ou expert comptable et ou effectivement le registre des rémunérations. Voilà, vous avez effectivement la possibilité de fournir des explications complémentaires si vous le souhaitez, donc à ce niveau-là du formulaire. Voilà, donc pour la section 4, vous n'êtes pas concerné comme le présente le document, donc tout ce qui est association, fondation mutuelle, mais uniquement effectivement pour les coopératives et les sociétés commerciales. Donc sur la partie association, votre formulaire en est terminé. Donc par contre, effectivement, sur la partie société commerciale, il y aura donc la section 4 à renseigner. La section 5, je reviendrai sur la section 4 après, parce qu'il va falloir que je revienne effectivement au choix de l'entité, hein. Donc, les sections 5 et 6 seront réservées en version 2 aux entités qui ne relèvent pas des entités présumées solidaires, hein, quel que soit le statut, hein, que ce soit sous forme association ou société commerciale. Donc, celles-ci auront effectivement à nous préciser l'objet social et notamment l'utilité sociale, ainsi qu'effectivement le respect via une comptabilité où on demandera à ce qu'il y ait un minimum de charges de fonctionnement de la structure qui soit affectée donc, à l'utilité sociale de la structure. Comme je me répète, hein, ça va être aussi bien de forme association ou de forme société commerciale. Donc ça fera partie de la version 2 qui est prévue en début d'année prochaine. Avant-dernier point sur la section 6, donc là aussi, donc c'est ce que je vous indiquais, donc sur l'impact des missions d'utilité sociale sur le modèle économique, là aussi, cela ne vous concerne pas pour l'instant, donc c'est là où on retrouvera la notion d'un compte de résultat à minima de 66% des charges pour obtenir l'agrément ESUS. Section 7 qui s'ouvre à tout le monde, là, hein. Donc là, c'est où vous aurez la possibilité de manière facultative d'adresser des documents complémentaires que vous n'aurez pas eu l'occasion de joindre dans le cadre du formulaire. Donc vous pourrez ajouter vos fichiers comme bon vous semble. Il y a différentes sous-sections d'annexes. Donc voilà, c'est là à votre libre choix. Et la dernière, donc on arrivera effectivement, comme vous le voyez effectivement sur le document, à la signature. Donc il faudra effectivement procéder à la signature du document. Pour procéder à la signature du document, vous aurez été préalablement renseigné cet onglet signataire à désigner. Et donc, une fois que vous aurez désigné ce signataire, la signature se fera. Il y aura une soumission d'office du document. Vous verrez de toute façon, c'est relativement bien fait, c'est bien explicité, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, sur ça, alors je reviens rapidement sur la formule juridique pour passer effectivement sous la partie société commerciale. Donc, où là, effectivement, si vous allez sur société commerciale,
Pour autant, donc après, on a vu qu'il y avait effectivement quelques éléments complémentaires. Le CABIS devra bien évidemment faire état de la notion de SS donc sur votre CABIS, ce qui n'est pas le cas pour les associations. Sur les associations, ça apparaît, mais au niveau de votre répertoire sirène. Pour autant, effectivement, globalement, on reste sur le. Alors, vous aurez également à nous justifier de l'appartenance. Donc, les sections 1, 2 et 3 donc, restent conformes à celles qu'on a pu voir avant au niveau des associations. La seule modification qui va intervenir, donc, comme l'avait évoqué Simon, donc ce sera sur la conformité de la SS et titres. Voilà, où là, vous aurez donc à nous fournir des informations sur les exigences statutaires. Alors là aussi, toujours voilà, un petit aparté donc, sur les obligations spécifiques au niveau des sociétés commerciales qui relèvent de l'ESS. Donc, une vérification sur la gouvernance démocratique, les obligations de mise en réserve, l'impartabilité des réserves et l'interdiction de réduction et d'amortissement de capital. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez là aussi, ça devrait pouvoir répondre à beaucoup de vos questions. Donc, ce qu'on entend par gouvernance démocratique, donc en quelques mots, donc c'est effectivement l'association autre que les associés, à savoir les salariés, les parties prenantes, donc aux décisions de la société, hein. Soit sous forme de modalités de consultation spécifique, soit sous la forme d'un comité effectivement ad hoc qui sera créé. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de toutes les informations qui figurent sous ce poste-là. Donc, sur le premier point, donc la gouvernance démocratique. Et donc, bien évidemment, cette exigence nécessitera que cette gouvernance démocratique soit inclue dans vos statuts. C'est-à-dire que là, il conviendra certainement de procéder à une modification des statuts pour pouvoir inclure effectivement cette gouvernance démocratique. Vous avez des exemples types qu'il conviendra de reprendre dans vos statuts. Il en est de même pour les obligations de mise en réserve. Donc là, si je rentre un petit peu dans le détail qu'on n'avait pas traité, donc c'est une affectation de la majorité des bénéfices donc au fonctionnement de la structure. En gros, rapidement, voilà ce qu'on demande effectivement en société commerciale, c'est que la moitié à minima des bénéfices soit réinvestie dans la société. Donc là aussi, cette obligation à faire figurer dans vos statuts. Avant-dernier point, la partageabilité des réserves, c'est effectivement pas facile à dire. Donc là, de la même manière, donc vous êtes tenu de le faire figurer dans vos statuts. Et donc là, c'est-à-dire que ces réserves, vous ne pourrez bien évidemment pas le redistribuer. Elles ne pourront pas venir non plus en réduction du capital social de la société. Donc là aussi, prenez connaissance de toutes les informations que vous avez effectivement dépliées ici, donc qui reprennent les articles de loi qui concernent cette obligation. L'avant-dernière, c'est l'interdiction d'amortissement et de réduction du capital. Donc là aussi, les entreprises ne pourront pas rembourser les associés de leur rapport en capital en prélevant sur une partie du bénéfice. Donc toujours la notion de lucrativité limitée, si je puis dire. Donc là aussi, vous avez toutes les informations sur le formulaire. Et le dernier point qui fera l'objet, qui devra faire l'objet d'une attestation, donc là aussi, soit du représentant légal, soit de l'expert comptable. Donc c'est de la non-négociabilité des titres de capital sur un marché d'instruments financiers, qu'ils soient français ou étrangers. Donc là, ça donnera lieu d'une attestation qui devra être effectivement fournie dans le formulaire. Voilà, objet section 5.6, on les a déjà vus, donc pour l'instant, vous ne serez pas concerné. Et donc pareil, annexe 7, on retrouve les mêmes éléments et la signature. Voilà, rapidement, j'espère ne pas avoir été trop rapide dans mes explications. Moi, je vous engage vivement à prendre connaissance de toutes les informations qui figurent sur le formulaire. Et bien évidemment, donc, je reste à votre disposition. Vous aurez nos coordonnées donc, à Simon et moi-même pour vous apporter les compléments d'information si vous le souhaitez. Voilà, merci à tous pour votre attention. Et puis, on va répondre aux questions. Je pense qu'il doit y en avoir de nombreuses. 3, très bien. Et on va essayer de rester dans les temps puisqu'il nous reste 3 minutes. Donc, ça fait 1 minute par question. Donc,
Alors oui, je me permets de reprendre la main sur le micro pour poser les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. La première, il s'agit de quand on est ACI et EI, faut-il faire deux demandes? Non, 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 vous serez amené à joindre les deux conventions donc conclues avec l'État justifiant effectivement de votre qualité de I et d'ACI, mais il n'y aura qu'une demande qui sera faite. Eh bien, merci. Deuxième question d'Aurélie. Le signataire est-il forcément le représentant légal, président en l'occurrence? Non, c'est le signataire que vous aurez désigné donc comme étant effectivement le signataire du formulaire, mais par contre effectivement il n'y aura que lui qui pourra par la suite soumissionner le projet. Merci. Troisième et dernière question. S'agissant du nombre de salariés, est-ce que le cumul de salariés permanents, est-ce que le cumul correspond au, est-ce que le nombre de salariés correspond au cumul des salariés permanents et des salariés en parcours d'insertion? Euh, c'est une très bonne question. Je vérifierai, mais je crois que ce ne sont que les salariés permanents de la structure, hein. Mais je reviendrai vers vous pour vous le confirmer. Il y a une dernière question dans la conversation et ensuite il y aura une main levée. Quelle est la date butoir pour remplir le formulaire? Alors, il n'y a pas de date butoir. Donc, vous renseignez le formulaire comme bon vous semble, si je puis dire. La date butoir, elle sera effectivement pour nous au niveau de l'instruction, c'est-à-dire qu'à compter du dépôt de la demande sur la plateforme. Donc, c'est un délai de 2 mois pour pouvoir effectivement vous répondre favorablement ou pas. Donc, effectivement, la délivrance d'une décision d'agrément ESUS. Petite précision, donc les échanges également se font bien évidemment sur la plateforme, donc où des différents cas peuvent se présenter, je ne l'ai pas évoqué, donc c'est effectivement donc le dossier est parfaitement éligible, parfaitement complet, auquel cas effectivement vous recevrez directement une décision d'agrément sur le formulaire. Le dossier est incomplet, donc les échanges se font sur la plateforme et on vous demandera effectivement de nous joindre des éléments complémentaires soit qui ne sont pas satisfaisants, soit qui ne sont pas complets. Donc tout ça aussi sur la plateforme. Mais par contre, à chaque fois qu'on vous redemandera effectivement des compléments d'information, ça refait repartir le délai de 2 mois, hein. C'est-à-dire que voilà, il manque un document. Ce n'est plus le dépôt initial qui fait la validité du silence valeur acceptation, mais bien à partir du demande, on vous redemande des éléments complémentaires. Merci beaucoup Stéphane pour toutes ces précisions. Je propose de laisser la main à Jérôme d'Entraide et Solidarité, je crois. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question par rapport au fait que sur notre structure, on est sur un ensemblier. Et donc, ça revient un petit peu tout à l'heure à la question entreprise d'insertion et chantier d'insertion. Est-ce que sur les ensembliers, il faut faire une seule demande pour l'ensemblier complet de la structure, puisqu'on n'a qu'un numéro SIRET de toute façon. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Vous ne faites qu'une seule et même demande. La porte d'entrée, elle sera effectivement via le numéro SIRET. Mais qu'est-ce que vous appelez ensemblier? On a des hébergements d'urgence, on a Ah oui, CHRS, voilà. oui, Il n'y a mais pas que et une partie oui. chantier d'insertion. Donc, Oh, on a un groupe complet. d'accord. Mais je dirais tout ça est réalisé au titre de la même entité, du même numéro SIRET. Complètement. Tout à fait. Donc là, vous ne faites qu'une demande. Ah, après, libre à vous, effectivement, en termes de justification d'une catégorie présumée solidaire, soit de nous joindre l'ensemble des conventions qui vous permettent de rentrer dans les cases, ou sinon d'en choisir une, à tout le moins, quoi. C'est à vous de voir. Mais bon, à la limite, si effectivement vous êtes CHRS, on va vous demander effectivement une justification de CHRS. Si vous êtes AI, on va vous demander une copie de la convention effectivement conclue avec l'État, donc à vous de voir. Mais si vous y rentrez par une porte, cela suffit, hein. Très bien, merci beaucoup. De rien. Alors, c'est vrai que juste par rapport à l'agrément ESUS,
forcément le mot agrément pour les ICAE fait écho avec les différents agréments qui sont nécessaires pour différentes activités ou modalités d'activité dans cette recherche d'insertion par l'activité économique. L'agrément ESUS est vraiment attaché à une entreprise, donc à un numéro de sirène. Voilà. Et englobe l'ensemble de vos activités. Donc, en effet, un seul, si vous avez plusieurs agréments SIE, vous pouvez en présenter qu'un seul. Mais plus voilà, vous présentez de justificatifs présentant votre utilité sociale, et vous avez une démarche allégée, puisque par les agréments SIE, vous êtes déjà en fait reconnu dans vos activités d'utilité sociale. C'est pour ça qu'on ne vous le redemande pas, mais seulement par le conventionnement et le fait voilà, qu'il est actif et qu'il est toujours d'actualité. Mais c'est pour ça qu'on ne vous demande pas de rejustifier une deuxième fois votre utilité sociale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. On va clôturer. Je vais, en toute simplicité, vous présenter des dernières petites informations assez rapidement. Vous aurez donc avec un PDF ce que vous a présenté Stéphane sous format écrit. Voilà, donc vous pourrez vous y référer. Je vous fais juste un petit focus sur les perspectives d'évolution de l'agrément ESUS. Tout d'abord, depuis cette année, il y a une liste mise à jour de l'ensemble des entreprises agréées ESUS, accessibles à tous, ce qui permet donc une meilleure visibilité pour les structures qui font cette démarche d'obtenir l'agrément ESUS. Puis je redis que, évidemment, le ESS France travaille sur le fait d'avoir une liste de l'ensemble des entreprises de l'économie solidaire rentrant dans ce champ à disposition. Enfin, là, je vous laisserai le découvrir. Le travail de dématérialisation aussi s'inscrit dans une volonté de faciliter la demande d'agrément ESUS de manière à ce qu'on soit plus simple d'y accéder. Et aujourd'hui réservé aux structures d'insertion par l'activité économique, mais bientôt ouvert au plus grand nombre, enfin en tout cas à toutes les entreprises de l'ESS qui désirent et qui sont éligibles aller vers cet agrément. De surcroît, il y a un accroissement du financement des entreprises et dans ce cadre, une augmentation des financements dédiés aux structures ESUS, mais ayant une utilité sociale. Donc, les fonds solidaires d'épargne salariale qui passent de 90-10 à 85-15, c'est-à-dire 90-10, c'est 90% de la somme totale de l'épargne salariale doit être fléchée vers des financements d'entreprises à forte utilité sociale, notamment celles qui sont agréées ESUS. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Les autres 90, on autorise à ce qu'elles financent autre chose. Et il y a eu la volonté d'augmenter ce taux de 10 à 15%. Donc aussi la hausse du minimum d'investissement à 50% au lieu de 25% en réduction d'impôt. Et la révision de la définition du procès des assimilés ESUS. Donc, mais ça, bon, ça c'est un peu particulier. Ça, on sera par décret, mais je ne veux pas m'y attendre. Est-ce que, voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vais mettre dans le PDF les sources essentielles, évidemment. La loi de 2014, l'article 1, qui définit le champ de l'ESS, 2, l'utilité sociale, et 11, l'agrément ESUS, et l'article du Code du travail, qui fait référence aussi à l'agrément ESUS. Nous vous remercions toutes et tous d'avoir participé à ce temps autour de l'agrément ESUS. Je remercie vraiment vivement, chaudement, Stéphane Cartier de la DRETS d'être parmi nous, ainsi que Katia Torres qui nous a présenté en introduction les intérêts de l'agrément ESUS. N'hésitez pas donc à revenir vers nous. Je vous ai partagé nos coordonnées. Et vous l'aurez par le PDF aussi. N'hésitez pas à nous solliciter.